Tu vas reproduire la figure à partir des cubes. Donc tu as soit la face rouge, blanche, rouge et blanche. Et tu vas devoir faire le plus vite possible. Ok. Allez, vas-y. Est-ce que c'est difficile? Oui. Alors qu'est-ce qui est difficile? De représenter les phases. La dyspraxie est un trouble spécifique d'apprentissage. Le trouble spécifique d'apprentissage le plus connu est la dyslexie, mais il faut savoir qu'il en existe plein d'autres, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie. Ce qu'on pourrait appeler un dysattention, mais qui s'appelle en fait trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces 10 représentent environ 5 à 12% des enfants qui sont scolarisés. Donc cela signifie que dans une classe, forcément, on va retrouver des enfants qui vont présenter des troubles d'apprentissage. Il est essentiel de savoir que le dénominateur commun de tous les enfants 10, c'est que ce sont des enfants intelligents. Alors intelligent, c'est pas un vain mot. Être intelligent, ça veut dire que l'on est capable d'apprendre, à condition de certaines choses, et notamment à condition de pédagogie qui vont être adaptées. Concernant plus spécifiquement la dyspraxie, on va retrouver deux grands types de symptômes. Des premiers symptômes qui vont consister en des difficultés au niveau des coordinations un petit peu globales, donc par exemple courir, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire du ski, rattraper une balle. Et un deuxième grand champ, des difficultés au niveau de la motricité fine, donc par exemple au niveau de l'habillage, savoir faire ses lacets, boutonner, déboutonner, enfiler une veste ou un pantalon. En tant que psychologue et moniteur de plongée au sein de l'association donc Génération Grand Bleu, l'objectif c'était vraiment de combiner ces deux approches en fait, avec trois grands objectifs. Le premier objectif, bien entendu, avait une vocation entre guillemets un petit peu thérapeutique, c'était vraiment travailler l'intégration de données sensorielles, motrices, proprioceptives, c'est-à-dire vraiment de données qui concernent la position du corps dans l'espace, dans un univers où il n'y aurait pas de repères. Un deuxième objectif un peu plus psychologique, c'était pour ces enfants d'appréhender un univers particulier. Un univers peut-être un peu angoissant, un univers inhabituel, et donc finalement de travailler sur les notions de lâcher prise, sur les notions de confiance, sur les notions d'estime de soi, puisque aussi une des caractéristiques des enfants 10 de manière générale, au-delà des difficultés d'apprentissage qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir toujours une estime de soi fragile. En général, à 6 ans, quand on a des difficultés pour apprendre à lire, à compter, à être bon en sport, on fait un très joli raccourci qui consiste à dire « j'ai du mal à avoir de bonnes notes à l'école, donc ça veut dire que je dois être bête ». Et encore une fois, ce qui est une erreur majeure concernant tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et le troisième objectif, il est apparu un petit peu durant finalement la construction de l'événement, c'était de sensibiliser les plongeurs et les apnéistes à un univers auquel a priori ils n'étaient pas confrontés, et donc de pouvoir sensibiliser de manière générale sur les troubles d'apprentissage et démontrer et montrer que ces enfants-là étaient des enfants entre guillemets normaux, tout venant, et qui méritaient donc autant de considération que tous les autres enfants. C'était un petit peu dur parce que en fait j'avais pas la notion qu'il fallait bien pincer le nez parce que sinon ça faisait mal aux oreilles. Mais sinon après ça allait et on est passé dans un cerceau progressivement, puis 2, puis 3 et on a réussi. L'exercice avec les cerceaux, j'ai réussi à en passer qu'un, parce que justement comme il fallait partir en canard, c'est là où j'ai eu plus de mal pour descendre et remonter. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer par rapport à cette sortie? Deux grands temps. Un premier temps avec vraiment
une certaine appréhension de la part des enfants de ce milieu effectivement particulier, puisque là où a eu lieu l'événement, il y avait environ une quarantaine de mètres de fond, et donc les enfants ne voyaient pas le fond. Ça a pu, je pense, générer un petit peu d'angoisse, de stress, à tel point d'ailleurs que lorsqu'ils sont mis à l'eau, certains ne lâchaient pas le bateau, et on voyait bien qu'ils avaient besoin d'avoir encore un repère pour pouvoir se sentir un petit peu à l'aise. Et puis progressivement, avec le déroulement de la matinée, mais également, ça aussi, je crois que c'est très important de le noter, avec la bienveillance des moniteurs. C'est aussi parce que les moniteurs ont pu se mettre à niveau des enfants et puis les faire vraiment progresser en douceur, en intégrant effectivement cette appréhension, les difficultés, que les enfants ont perçu cette bienveillance et ont progressivement effectivement pu se lâcher entre guillemets et vraiment progresser dans leur évolution dans l'eau. Et d'ailleurs, sur les dernières images, on voit bien les enfants évoluant avec beaucoup plus d'aisance, n'hésitant pas à faire des figures sous l'eau, des pirouettes, à dire bonjour à la caméra. Donc vraiment, ils avaient oublié, je pense, un peu ces difficultés de coordination et prenaient vraiment du plaisir à être dans l'eau. Et c'était au final quand même l'objectif principal de cet événement, c'était que les enfants prennent du plaisir à être dans l'eau. Alors, les organisations, pas mal. Et les moniteurs, ils sont trop sympas. Franchement, ils étaient trop cool. Ils nous expliquaient bien. Et c'était génial. C'était vraiment magique pour moi de pouvoir plonger avec de vrais nageurs comme guide, aussi comme recadre sur mes mouvements. Les plus grands mètres que j'ai pu faire, c'est 5 mètres. Je ne pensais pas que j'y arriverais, mais j'ai réussi. Pour moi, cette journée est inoubliable et franchement, si je pouvais le refaire, je le referais sans hésiter. Le dernier point qui est important à avoir en tête, c'est la question de l'orientation scolaire. Rappelons encore une fois que les enfants 10 sont des enfants intelligents, sont parfois même des enfants très intelligents, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire une association entre une précocité, un haut potentiel intellectuel et un trouble d'apprentissage. Donc ces enfants-là ont techniquement de très bonnes ressources donc pour apprendre et pour pouvoir avoir des scolarités de très bonne qualité, faire des cursus scolaires universitaires longs, à condition, encore une fois, qu'on ait mis en place des aménagements pédagogiques adaptés pour avoir eu la possibilité, entre guillemets, d'avoir de bonnes notes. Et donc il est impératif de pouvoir avoir une orientation scolaire de qualité pour que l'enfant choisisse une filière, une orientation en cohérence avec son profil cognitif. Concernant la dyspraxie, on peut tout à fait faire l'hypothèse qu'un enfant dyspraxique soit un très bon avocat, un très bon formateur, un très bon psychologue, mais serait en revanche sans doute plus en difficulté pour être plombier, mécanicien, électricien, donc des métiers très techniques qui demanderaient d'utiliser des outils, d'avoir une motricité fine bien développée, de lire des schémas, des tableaux assez complexes. Donc encore une fois, la question de l'orientation scolaire est donc un levier thérapeutique qui est vraiment impératif et essentiel pour que ces enfants 10 deviennent des adultes 10, puisque lorsque l'on est 10 quelque chose, on va rester 10 quelque chose, mais qu'en tout cas, ces enfants-là et donc ces adultes-là puissent avoir une vie à la fois professionnelle et personnelle la plus épanouie possible.